Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe donc à à ce questionnement que on s'accorde à peu près une 30 minutes, une trentaine de minutes pour réfléchir à des points qui sont utiles et importants, de manière à ce qu'on collectivement réfléchisse sur le plan politique, hein, et le but étant d'être une force politique face à ce système. Donc, on avait abordé à notre conférence de la semaine dernière le sujet de l'opportunisme en politique. Donc, on le poursuit cette fois-ci. Alors, si vous permettez, je vais rapidement rappeler une chose que j'ai découverte d'ailleurs. Eh ben, dans la politique française, l'opportunisme en politique a vraiment pris son sens et a été concrètement appliqué, et cela justement pendant la colonisation de l'Algérie. Alors, le début de la colonisation de l'Algérie a eu lieu à partir de juillet 1830, et pendant plusieurs années, c'était sous des régimes royaux en France. Et ensuite, la République est survenue en France, et c'est sous la Troisième République, et notamment les hommes politiques qui incarnaient cet opportunisme politique. Ce sont donc des personnes des hommes politiques français que nous connaissons dans l'histoire de la colonie algérienne. C'est Jules Grévy, qui a été président d'ailleurs de la République un temps, Gambetta et Jules Ferry surtout. Alors, très rapidement, je voudrais signaler que l'opportunisme politique a vraiment été aux affaires, en particulier la force politique prédominante en France, en particulier sur la période 1879 à 1895 notamment, hein. Et également, c'est à cette période-là que, autant on parlait du premier empire colonial, de 1830 jusqu'à cette période-ci à peu près, et on parle du deuxième empire colonial, où véritablement on a tout mis en œuvre pour permettre au capitalisme, aux hommes d'affaires, à l'industrie française de profiter pleinement des richesses de la colonie Algérie. Et d'ailleurs, Jules Ferry disait que la politique coloniale est la fille de la politique industrielle, ce qui en dit beaucoup, puisque on sait que, notamment dans le cadre de la colonie algérienne, on a mis en place un code d'indigénat, et on a véritablement eu en tout cas, une façon très méthodique, une gestion extrêmement méthodique et implacable de l'Algérie, qui est fort intéressante à analyser. Et on va donner la parole à Mourad, qui va nous illustrer donc quelques éléments de la politique coloniale de la Troisième République, hein, qui notamment donc a eu cette force politique qui a été aux affaires pour la période. Et donc cette Troisième République, rappelons-la, elle a commencé de 1879 jusqu'en 1940. Alors, à toi, Mourad, si tu pouvais, s'il te plaît, donc nous donner quelques éléments d'information, d'analyse, qu'on pourrait d'ailleurs petit à petit retransposer, pourquoi pas, dans l'actuelle actualité politique et révolution du Hirak. Parce qu'effectivement, si on veut réussir cette révolution, il faut que soi-même, tous, on se forme en matière politique et on comprenne en quoi cela consiste pour mener à bien cet objectif. À toi, Mourad, la parole. Alors, Mourad, Oui, voilà. merci Malika. Donc, oui, Euh, oui, je pense que c'est vraiment, on va pas l'aborder de manière détaillée, on va juste donner quelques éléments donc de lecture parce que on encourage, nous, les militants, les compatriotes, bien sûr, à s'intéresser
à notre histoire, très largement d'ailleurs, pas seulement du mouvement national, mais bien avant, pour savoir d'où on vient, parce que l'Algérie, elle ne date pas ni de la colonisation, ni de la guerre d'indépendance, ni d'ailleurs de la période ottomane, ni de la période romaine, bien avant. Donc, elle existait et elle a une histoire riche et malheureusement que nous ne connaissions pas beaucoup. L'intérêt que nous portons donc à cette période historique, donc de 1870 à 1940, de la Troisième République française, c'est par rapport donc à des faits mais vraiment particuliers. L'Algérie, donc, elle a été occupée par donc une agression violente, une agression d'une grande, comment dirais-je, d'une grande violence qui a duré plusieurs dizaines d'années et qui donc de 1830 jusqu'en 1870, 1880, elle était sous le régime militaire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu un journaliste français dans une émission dire que l'un des premiers qui ont utilisé les chambres à gaz, c'est Bugeaud, c'est le général Bugeaud, qui est donc l'un des grands généraux français qui ont conquis l'Algérie et qui s'est rendu célèbre par des opérations donc de massacres de tribus entières, de villages entiers, et même donc de mettre dans des grottes donc dans des maisons, enfermer donc des enfants, des femmes et des adultes, et mettre le feu et les asphyxier. Donc jusqu'en 1880, c'était effectivement, donc, on était sur le régime militaire. C'est à partir de la Troisième République qu'effectivement, donc, un ensemble de lois ont été donc mises en œuvre et qui donc commençaient donc à mettre en place un pouvoir civil, donc sous forme donc de mise en place dans les régions où il y avait donc une majorité donc d'Européens, des communes comme celles qui existent en métropole, donc élus par des Européens, donc avec donc ce qu'on appelle des communes de plein exercice. Et par contre, celles où il y avait des majorités d'Algériens, donc cela c'était donc ce qu'ils appelaient des communes mixtes et qui étaient donc administrées par un administrateur qui était nommé et qui avait un pouvoir entre guillemets extrajudiciaire, c'est-à-dire que au-delà donc de ce que peut avoir comme pouvoir donc un maire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que durant cette période donc, de la Troisième République, qui était donc dominée par le parti républicain, mais aussi ensuite par les radicaux, et puis donc à la fin de vie entre guillemets donc de la Troisième République, il y a eu le Front populaire, donc à partir de 1936. On a vu effectivement donc une France dans laquelle il y avait énormément de luttes surtout donc de lutte ouvrière, du fait de début donc d'organisation du mouvement syndical et politique. Et c'est comme ça donc d'ailleurs que sont apparues donc les grandes confédérations de la CGT et que sont apparus les grands partis au départ, donc la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, etc. Et durant cette période a été arraché en France des libertés de manifestation. Donc, c'est une loi qui date de juin 81, liberté de la presse donc de juillet 81, la légalisation, le droit d'organisation en organisation syndicale, c'était donc en mars 84.
etc. Les lois de Jules Ferry, donc sur donc l'école primaire en France obligatoire et gratuite, c'est dans les années donc à partir de 80 jusqu'en 81, 82, etc. Et durant cette période-là, c'est durant cette période où effectivement donc ce mouvement donc ouvrier qui a arraché ces droits-là, et des fois donc dans donc des luttes qui étaient mortelles pour beaucoup d'entre eux, et certains d'entre eux ont été même comment dirais-je ont été même envoyés au bagne. Donc c'est pas des choses simples. Et c'est durant cette période que donc ces lois-là, donc du code qui ont constitué le code de l'indigénat, ont été mis en place en Algérie, donc en considérant les autochtones, c'est-à-dire les Algériens musulmans, en les considérant non pas comme citoyens, mais des sujets, donc de l'État français, sans droit, et avec donc tous les deux plus que des devoirs plus que les Européens, particulièrement la question de l'impôt, la question donc de ne pas avoir accès à l'école, la non-application de la séparation de 1905, donc sur la laïcité, de la séparation des églises et de l'État, du fait que l'État français s'ingérait dans les affaires religieuses donc des Algériens en détruisant systématiquement les madrasas, les mosquées, etc. Et j'en passe. Et puis aussi donc la fameuse loi, le Senatus Consults, donc qui elle a permis donc à l'État français donc de spolier les propriétaires terriens algériens, donc et surtout donc de privatiser les millions d'hectares qui étaient donc du domaine collectif, qui étaient donc des terres fertiles, qui ont toujours existé donc sous forme donc de terres communautaires, collectives à un village, à un douar ou à un ensemble donc de douars, et bien entendu donc les forêts. Donc voilà, donc on a vu donc ces partis politiques, donc partis républicains, donc qui parlent de la République, qui parlent des droits de l'homme, et qui, en Algérie, bien entendu, appliquent la négation du droit, et même la négation même donc de reconnaissance donc d'être humain pour les Algériens donc musulmans. Ce qui m'amène un peu plutôt à aborder donc dans cette Troisième République, donc dans les années 36, donc durant la période donc du Front populaire, rappelons quand même que le Front populaire est venu dans le cadre donc d'une crise mondiale, crise économique, à la suite de la crise économique aux États-Unis de 1929, dont les impacts étaient énormes en Europe et particulièrement en France, mais aussi l'accession donc d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, avec une tentative donc d'alliance durant cette période-là, donc entre l'Allemagne et l'Italie, qui a produit une situation d'instabilité, de crise larvée donc en France même, avec tentative, avec création de groupes fascistes, des Croix de Feu, de différents groupes donc qui étaient animés par certains par des militaires, qui étaient déjà donc dans l'armée, avec une tentative de coup de force en 1934. Et c'est face à ce coup de force que donc les partis donc de la classe ouvrière, avec les syndicats, donc la CGT, avec donc l'ASFIO et le PC, donc à l'époque, le PCF, donc ces trois, on peut dire, cette coalition, donc s'est organisée face donc à cette tentative de coup d'État donc fasciste. Et c'est dans ce processus qu'est arrivé donc dans les élections de 1936 une coalition électorale donc des radicaux de la SFIO, donc le PS, et du PC,
et qui ont eu donc une majorité. C'est comme ça qu'ils ont porté donc président du Conseil Léon Blum, qui était lui donc le dirigeant donc du PS, l'ASFIO. Et ils ont constitué donc un gouvernement de type Front populaire. Et au départ, bien entendu, puisqu'ils sont venus donc au pouvoir sous la pression donc de la lutte des travailleurs, de la classe ouvrière, bien sûr, avec donc des promesses de réforme et donc d'émancipation pour cette couche de la population. Suite aux tergiversations donc de Léon Blum, il y a eu un événement déclencheur, c'est le licenciement donc d'un salarié dans une petite usine qui a donc mis les feux aux poudres et qui a déclenché donc la mobilisation et ensuite la grève générale de mai-juin 36 qui est restée d'ailleurs dans la mémoire. C'est une grève générale qui est formidable, qui a mobilisé pendant près d'un mois donc des millions donc, de travailleurs qui ont bloqué donc le pays et qui ont obligé le gouvernement Léon Blum donc à accorder un ensemble donc de revendications, l'augmentation des salaires, les 2 semaines de congés payés, des conventions collectives, et puis bien sûr la semaine des 40 heures. Ce sont des acquis qui sont énormes, mais qui ont été arrachés par la lutte. Et dans cette période donc d'effervescence, existaient des partis donc du mouvement national algérien. Donc, qui existait donc, on est donc en 1936, existait dans le cadre de l'Union française. L'Algérie était intégrée donc à la France. Les Algériens musulmans étaient considérés comme indigènes, donc n'ayant pas des droits donc de citoyens, n'ayant pas le droit de vote. Donc ils étaient dans des communes mixtes qui étaient dirigées par des administrateurs nommés. Et bien sûr, ils faisaient face à toutes les discriminations et à toutes les répressions. Et c'est dans ce cadre que donc du Front populaire, les mouvements, donc les partis de mouvement national algérien étaient engagés, donc ont soutenu le Front populaire, ayant des illusions à ce que donc le Front populaire puisse répondre positivement à leurs revendications, et particulièrement l'étoile nord-africaine qui revendiquait l'indépendance nationale, c'est-à-dire le droit à la souveraineté du peuple algérien de décider de son destin et donc d'avoir le droit de créer une nation, un État indépendant donc, de la France. Par contre, les autres partis du mouvement national, que ce soit les oulémas, que ce soit donc l'Oudma donc de Farhat Abbas, les élus plutôt, ou bien donc le Parti communiste algérien, eux donc ils étaient donc dans des revendications donc de type social, économique et politique, mais toujours dans le cadre de la France. Et c'est comme ça que donc un appel a été lancé par donc les oulémas donc pour le congrès musulman. Donc, ils ont convoqué donc un congrès musulman. Et donc, c'est quand même, je parle donc de cette initiative parce que ça rentre dans le cadre donc de l'opportunisme politique. Parce que le peuple algérien, ce qu'il voulait, c'était l'indépendance, c'était avoir le droit de créer une nation, le droit d'être citoyen et de retrouver totalement son identité, sa personnalité, ses langues, sa religion, ses terres, etc., etc. Et on voit donc que là, il y a un appel, et quand on regarde la charte qui a été donc constituée dans le cadre de ce congrès musulman, quand on lit cette charte, on voit bien qu'il ne s'agit nullement donc de ça, de l'indépendance, ni donc de la souveraineté. Donc, je vais vous lire juste donc quelques premières
points donc, de cette charte revendicative que le Congrès musulman donc, a rédigé et a envoyé donc, au gouvernement du Front populaire, et d'ailleurs qui n'a pas du tout accepté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme revendication? Première revendication, la suppression de toutes les lois d'exception. Deuxième revendication, le rattachement pur et simple à la France avec suppression des rouages spéciaux, délégations financières, communes mixtes, gouvernement général. Donc, on voit bien que là, dès le deuxième point de revendication, il demandait le rattachement à la France. D'accord? Et le troisième point, c'est le maintien du statut personnel avec réorganisation de l'administration judiciaire musulmane dans un sens rationnel et plus conforme à l'esprit du droit musulman, codification de ce droit. Et là, on voit bien donc l'impact ou la pression ou la forte mainmise sur cette plateforme de revendication donc de la fraction donc des oulémas. Le seul qui a refusé donc de signer cette plateforme, cette charte de plateforme, c'est Msali Hadj comme représentant donc de l'étoile nord-africaine. D'ailleurs, le Congrès musulman donc, qui a organisé un meeting dans un stade à Alger, donc je crois que c'était en novembre 1936, si je me souviens bien. De passage donc à Alger, Msali Hadj, qui ne faisait pas partie des signataires donc, de cette charte, est rentré au stade et il a demandé à prendre la parole. Donc, c'est un stade qui était plein parce qu'effectivement, donc, dans cette euphorie donc, du Front populaire, beaucoup d'Algériens avaient des illusions et surtout, donc, ils étaient portés aussi par ces élus musulmans, mais aussi ces organisations Olema, PCA, etc. Donc, semer des illusions dans les masses, avec constitué donc des comités. Donc, beaucoup d'Algériens étaient venus dans ce meeting. Donc, Msali Hadj est rentré, il a demandé la parole, on lui a donné la parole, il a pris la parole, et là, il a déclamé le programme de l'étoile nord-africaine en contradiction avec cette charte revendicative. Et dans la fin de son discours, il descend, il prend une poignée de terre et il dit que cette terre n'est pas à vendre, elle appartient aux Algériens. Donc, symboliquement, la question de la terre a beaucoup d'importance pour les Algériens, dont 90% étaient des ruraux, étaient des ouvriers agricoles ou alors des petits paysans, des fellahs. Et sur ce, la majorité donc, du stade donc, l'a acclamé et il est sorti et ils sont sortis avec eux. Et c'est comme ça que, effectivement, cette initiative donc, a été totalement rejetée par les Algériens. Donc, effectivement, on voit dans des processus révolutionnaires des dirigeants politiques, mais aussi des formations politiques qui, faisant œuvre donc d'opportunisme, tentent de chevaucher une revendication, une aspiration, non pas pour la satisfaire, mais pour la détourner de son objectif. Et là, on voit là donc un exemple, hein, donc cette charte revendicative qui a été donc envoyée au gouvernement de Front populaire, qui n'a pas du tout donc satisfait aucun de ces points. Pire encore, l'un des siens, l'un des membres donc du gouvernement de Front populaire, Violette, qui avait donc fait un projet, donc voulait faire un projet de loi, mais la même chose, hein, qui est entrée encore dans une autre logique, hein, celle de diviser le peuple algérien en Algériens sachant lire, lettrés, éduqués, et puis assimilés, et puis les autres. Donc, ils revendiquaient donc, dans ce projet à ce qu'ils accordent la nationalité française à 20 000, à 25 000 donc, Algériens qui respecteraient donc, ces conditions. La même chose, seule l'étoile nord-africaine donc, avait refusé donc, ce projet Blum-Violette, d'ailleurs qui n'a pas été donc, ratifié
par ce gouvernement de Front populaire. Voilà donc un aspect donc, sur l'opportunisme. On aborde cette question-là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables, de militants du Hirak. Certains sont connus, d'autres, bien sûr, ils sont portés par des médias intéressés. Aujourd'hui, le président Macron a déclaré à Jeune Afrique qu'il était prêt à aider par tous les moyens dont il disposait Tebboune pour réussir la transition. Donc, on voit bien une prise de position donc, du président français par rapport à un régime qui n'a aucune légitimité. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de hirakistes en France qui sont proches des partis qui sont autour de Macron. Certains sont même à l'intérieur d'En Marche, certains sont dans le Parti socialiste, certains sont dans le Parti communiste, qui sont en quelque sorte comment dirais-je, proches donc du pouvoir en place. Et on voit bien qu'il y a des initiatives qui se rapprochent de ce type qu'on pourrait qualifier donc d'opportuniste pour la simple raison, c'est que sous une enveloppe qui pourrait être attrayante, hein, comme dans le cadre du Front populaire, donc on parle de démocratie, on parle de droits de l'homme, on parle de liberté, on parle d'émancipation, on parle bien sûr de respect, etc. On parle de toutes ces choses-là, mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux parce que au final, ce qui était demandé fondamentalement, jamais il n'a été accepté durant donc, cette période coloniale. Et aujourd'hui, ce qui est demandé par le peuple algérien, ce n'est pas d'avoir le droit de seulement parler. Ce qui est demandé par le peuple algérien, c'est d'en finir avec le système de parti unique. C'est d'en finir avec l'arbitraire. C'est de reprendre totalement la souveraineté sur les institutions et sur les richesses du pays. C'est ça qui est demandé. Il n'est pas demandé, le peuple algérien dans ce processus révolutionnaire ne demande pas le partage du pouvoir. Il ne demande pas à ce que certains qui s'autoproclament comme étant des élites ou des sachants ou de je ne sais pas quel titre certains se donnent. Hein. Donc on les voit, on lit un peu leur posts sur Facebook, soient associés d'une manière ou d'une autre au pouvoir. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la souveraineté. C'est que définitivement la démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie sociale soit appliquée et soit appliquée sous le contrôle du peuple. Pour nous qui avons donc constitué le comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine, nous on estime que l'un des moyens les plus économiques, les plus fiables, les plus justes, les plus démocratiques pour y arriver, c'est par le biais de l'élection libre et démocratique au suffrage universel et à la proportionnelle intégrale d'une assemblée constituante souveraine qui soit législative et exécutive à la fois, pour la simple raison, c'est qu'elle sera souveraine parce qu'elle sera mandatée pour démanteler les institutions de l'arbitraire, les institutions du système de parti unique, prendre tout le pouvoir, bien sûr, et ensuite, sous la souveraineté du peuple, définir la forme et le contenu de nouvelles institutions à mettre en place et bien entendu qui commencerait donc par appliquer les décisions les plus urgentes et les plus importantes pour l'immense majorité du peuple algérien. Tout à l'heure, Mohamed Arab, il disait un gouvernement lucide et responsable, il commencerait par s'intéresser à la question de la santé, ensuite la question de l'autonomie et de l'indépendance alimentaire, et puis bien sûr former et donner du travail à la jeunesse. Il a tout à fait raison. 3 urgences importantes. Bien sûr, à la question du logement et à la question des études. Mais ce sont des questions urgentes. Et nous, on pense qu'une assemblée constituante souveraine, législative et exécutive à la fois, c'est une assemblée qui, effectivement, serait responsable et lucide et commencerait par traiter les questions urgentes dont, bien entendu, ces questions-là, donc de la santé, de la formation professionnelle, de la formation tout court, mais aussi donc de l'industrie pour créer des emplois et l'agriculture, bien sûr, pour une indépendance alimentaire.
D'accord. Ces points-là, ce sont des points, quand on lit par exemple les initiatives qui sont proposées, ces questions-là qui sont d'une importance capitale pour l'immense majorité, pour ceux qui sont vraiment la force motrice donc, du Hirak, qui sont vraiment la véritable force concrète et réelle du processus révolutionnaire, ce sont ces questions-là qui sont importantes. Et on ne les trouve pas dans leurs projets, dans leurs initiatives. Ce qu'ils proposent, c'est donc une transition qui soit donc discutée, négociée avec le pouvoir en place. On voit bien ce que le pouvoir en place fait et comment donc il manœuvre, il utilise les coups de force et bien entendu, il est soutenu par les gouvernements étrangers comme le gouvernement français, le gouvernement américain, etc. etc. Alors justement, Mourad, pour avancer un peu dans la réflexion, je voudrais qu'on revienne justement à la première partie de ton intervention à l'époque du Front populaire et du Congrès des oulémas. Il ne faut pas oublier le contexte du Code de l'indigénat, puisqu'il a été mis en place en juin 1981, mais il va être… alors, c'est ce qui est fort intéressant à lire, c'est que alors j'ai perdu la partie parce que c'est extrêmement important, les libertés, mais voilà, un code de l'indigénat qui privait la majeure partie donc des indigènes donc de leur liberté, de leurs droits politiques. Donc ce code d'indigénat fonctionne de juin 1881 et cela va être, il perdurera jusqu'en 1946. Donc, le Congrès des oulémas, finalement, il a C'est le dût congrès musulman, c'est pas le congrès des oulémas. pardon, le Congrès des musulmans, il a donc fait avec le contexte politique de l'époque, avec ce code d'indigénat. Et à la même période, il y a l'étoile nord-africaine qui, elle, finalement, veut s'affranchir totalement de ce code d'indigénat. Elle ne cherche elle ne cherche pas du tout à coller à ce code, à ce, comment dirais-je, à prendre en considération les limites que lui impose ce code indigénat, hein, qui est en activité, je cherche mes mots, enfin désolé, mais et en même temps qui est en vigueur. Voilà. Finalement, là, maintenant, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pas le code indigénat, mais c'est finalement le système qui est en place et qui dit moi, je veux bien dialoguer avec vous, mais finalement, il faut que vous épousiez plus ou moins ma vision des choses. Et sinon, à côté de ceux qui pourraient éventuellement trouver une transition avec ce pouvoir actuel, le système actuel, nous, par contre, tous ceux qui revendiquent l'établissement d'une assemblée constituante souveraine, qui remettrait tout à plat, qui reverrait toutes les institutions, ben c'est un peu la position de l'étoile nord-africaine de l'époque. Qu'est-ce que tu en penses de un peu cette sorte d'analogie qu'on pourrait faire? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que là, pour cette révolution-là, en 2020-2021, il faut qu'on dépasse le simple état des lieux, de la situation, etc., que beaucoup d'entre nous sommes capables de formuler. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à un peu mieux s'organiser, s'auto-organiser. Comment amener, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir pacifiquement inviter le système en place à bien comprendre il faut vraiment qu'ils entendent la volonté du peuple algérien. On ne peut pas rester indéfiniment dans l'état où on est. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on pourrait faire ce type d'analogie? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Malika. Quand on regarde durant cette période, nous, effectivement, on zoome sur cette période du Front populaire parce que, je redis encore une fois, il y avait des illusions pour que, effectivement, le Parti socialiste, la section française de l'Internationale ouvrière et le Parti communiste,
qui était au pouvoir avec les radicaux. Il faut rappeler quand même que le Parti communiste qui était adhérent à l'internationale communiste, et parmi la huitième condition de l'adhésion à l'internationale communiste, stipulait de manière explicite le fait que tous les adhérents dans cette internationale doivent aider les citoyens des colonies à arracher leur indépendance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui c'est un point important. Mais malgré ça, ces partis-là, ils étaient liés, comment dirais-je, à la classe coloniale qui était en Algérie. Ils étaient dépendants donc de la couche coloniale en Algérie. Leurs militants étaient constitués en majorité donc de colons pour le PS et pour le PC. Et donc ils avaient les poings et les pieds liés donc à cette couche, et ils n'avaient pas du tout l'intention donc de répondre aux revendications donc du peuple algérien et de ses représentants. Il faut dire une chose. Les oulémas, le PCA et donc ceux qui ont constitué l'UDMA après, donc les élus, eux aussi ils étaient contre le code de l'indigénat. La différence avec l'étoile nord-africaine, c'est que eux, ils voulaient la suppression du code de l'indigénat, mais ils voulaient rester dans le cadre de la France, dans le cadre de l'Union française. Donc ils voulaient donc le rattachement pur et simple. Ils voulaient donc à ce qu'ils soient des citoyens à part entière, des citoyens français à part entière, avec la particularité sur leur dimension donc religieuse, du fait qu'ils voulaient donc le maintien donc du statut personnel. Le statut personnel, c'est par rapport donc à la religion et puis à la question donc de jurisprudence pour ce qui est donc des affaires de justice, etc. C'est quelque chose, des choses un peu particulières. Par contre, sur le code de l'indigénat, eux aussi, donc, ils étaient contre. Par contre, seule l'étoile nord-africaine était donc pour l'indépendance. D'ailleurs, c'est le Front populaire, c'est sous le Front populaire que l'étoile nord-africaine a été dissoute en 1937. Et c'est après la dissolution de l'étoile nord-africaine en 1937 que Messali a créé le PPA, et quelques mois plus tard, il a été incarcéré, arrêté par le Front populaire. La même chose aujourd'hui. Autant en 1936, 37, 38, le Front populaire, effectivement, il était sous pression donc, de la couche coloniale, donc des colons, de grands propriétaires terriens. Donc, il y avait des centaines, des milliers d'hectares. Hein. C'est pas des petits propriétaires terriens. Autant aujourd'hui, dans le régime algérien, il y a aussi donc des oligarques, il y a une bourgeoisie qui s'est enrichie sous l'aile protectrice du système de parti unique, qui ne peut garder ses privilèges que si ce système continue à la protéger. Et cette couche petite bourgeoise, cette couche bourgeoise qui s'est constituée aujourd'hui, elle est intéressée d'exercer directement le pouvoir, donc d'accéder au pouvoir, mais elle n'est pas intéressée à ce que les gens du Hirak accèdent au pouvoir, parce que sinon pour eux ce serait une menace contre les positions économiques qu'ils avaient déjà acquises. Aujourd'hui, nous avons de vrais oligarques, c'est-à-dire des familles qui contrôlent le médicament, qui contrôlent le sucre, qui contrôlent le blé, qui contrôlent plein de secteurs, donc de l'agriculture ou de l'industrie ou des services, parce que effectivement ils ont des liens étroits avec le pouvoir en place. Et donc ces gens-là, ça les intéresse pas que le pouvoir en place disparaisse. Ça les intéresse qu'il soit réformé, effectivement, parce qu'ils subissent aussi des pressions, parce qu'ils sont obligés donc de donner du bakchiche, etc. Donc voilà, donc il y a aussi donc cet aspect des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des questions politiques, mais c'est aussi des questions d'intérêt d'une classe sociale aujourd'hui qui atteint un niveau d'accumulation du capital, qui veut donc sauvegarder
sa domination économique et qui cherche aussi à avoir une partie du pouvoir pour pouvoir s'émanciper donc de cette bureaucratie qui l'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on regarde effectivement certains discours, on voit bien que ces élites, entre guillemets, portent l'aspiration et le besoin de cette couche d'oligarques et de bourgeois algériens qui veulent d'une certaine manière partager le pouvoir avec le système de parti unique vacillant et sénile. Oui, donc pour que les Algériens puissent donc finalement réussir leur révolution, il faut impérativement qu'ils sachent, en tout cas qu'ils veillent à ne pas suivre des leaders qui seraient prêts à composer avec ce système. Sinon, c'est la perpétuation d'un système économique et d'un modèle de vie algérien où il y a une catégorie, une partie d'Algériens privilégiés et le reste de la population qui ne sera pas, comment dirais-je, qui ne pourra pas. Je pense que les Algériens ne sont pas dupes. Hein. Quand on regarde effectivement à chaque occasion qu'ils ont, donc pour sortir, pour manifester, quand on écoute les mots d'ordre qu'ils scandent, on voit bien qu'ils sont loin d'être dupes. Ils savent qui est qui. Ils savent exactement qui est qui. Et ils savent mieux que quiconque ce qu'ils veulent. Ben, comme hier d'ailleurs, les Algériens, bien qu'il n'y avait pas de docteurs, bien qu'il n'y avait pas d'ingénieurs, il n'y avait pas beaucoup d'instituteurs, la majorité n'avait jamais été à l'école, mais ils savaient bien ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, c'est eux qui se sont battus pour arracher l'indépendance. La majorité, 99% des maquisards, n'ont jamais été à l'école, n'ont pas fait polytechnique ni quoi que ce soit. Mais ils savaient bien qu'ils voulaient bien sûr leur indépendance, construire un État, une nation libre, indépendante, démocratique, souveraine. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour avoir cette conscience politique. Aujourd'hui, la même chose dans le Hirak, l'immense majorité, quand les gens manifestent. Il y a eu des tentatives déjà en 2019, donc des tentatives des mêmes personnes d'ailleurs avaient tenté de faire des conférences et des initiatives dans ce sens. Et ce sont les harakistes qui les ont bloqués. Donc en disant mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne représentez personne. Vous voulez parler en vos noms personnels? Et c'est les harakistes qui les ont effectivement marginalisés. Donc, mais ça, bien sûr, c'est important d'en parler. C'est la démocratie. Chacun a le droit de défendre son point de vue, y compris donc les gens qui pensent que aujourd'hui y aller vers une transition négociée. Certains peuvent être effectivement tout à fait honnêtes et tout à fait, je dirais, juste dans leur façon donc de poser la question. Et ils ont le droit. Le débat démocratique, justement, c'est que chacun dise ce qu'il pense. Oui, il y a certains qui pensent qu'il faut y aller vers une transition donc négociée. Certains sont encore à l'APN, une APN qui est dominée, qui est une APN croupion. Et pourtant, ils la critiquent tous les jours. C'est incroyable. Il y en a qui sont encore à l'APN, il y en a qui sont encore au Sénat et qui critiquent aujourd'hui le système. Donc, on peut comprendre, avant le déclenchement du processus révolutionnaire de février 2019, on peut comprendre qu'il y a certains qui disent, bon, ça va être des tribunes. L'APN, ça va être une tribune pour que je puisse m'adresser au peuple algérien. Sinon, il n'y a pas moyen, avec le verrouillage médiatique, etc., il n'y a pas moyen donc de faire des propositions et de parler et de s'adresser au peuple algérien. Mais à partir de février 2019, quelle place y a-t-il à occuper dans une institution comme celle-là? Comment des gens peuvent-ils le matin aller à l'APN, à midi manger à la cantine donc de l'APN et l'après-midi aller marcher avec les harakistes le vendredi? Mais c'est de quoi devenir fou. Mais ça existe. Et jusqu'à présent, il y en a.
Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas voulu quitter leur poste à l'APN et certains n'ont pas voulu quitter leur poste au Sénat. Donc, c'est une situation vraiment, comment dirais-je, c'est de l'opportunisme pur et simple. C'est-à-dire que Oui. c'est faire le grand écart, bien sûr, un pied dans les institutions du système et un autre pied tenter de marcher le vendredi avec les harakistes. Et il y en a qui jusqu'à présent, donc, ils tiennent cette position, mais qui ne trompe personne. D'accord, merci Mourad. Alors, je crois avoir vu des mains se lever. Donc, il y a Mohand, je pense, mais également Brahim. Alors, je ne sais pas, l'un de vous deux qui commence, qui a une question à poser, à échanger avec Mourad. Brahim? Oui, oui. Enfin, c'est vrai que… Tu m'écoutes? Voilà, si tu as quelque chose, parce que je t'ai vu que tu avais levé la main, donc peut-être que tu as quelque chose à dire, un commentaire à faire. Et sinon, je crois Oui, également Mohan, effectivement, peut-être. je voulais en fait juste ajouter que Ah, on t'entend pas très bien, hein. il y a des… Non? Voilà, il faudrait peut-être que tu restes fixe pour qu'on entende. Peut-être qu'à ce moment-là, le son sera en continu, parce qu'il y a des fois, c'est un peu haché. Un tout petit peu. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Non, en fait, je voulais juste ajouter que, comme disait Mourad, en fait, la situation qu'on vit aujourd'hui doit nous amener à réfléchir un petit peu sur le niveau des revendications qu'on doit dire. Est-ce qu'on doit rester au milieu des revendications ou peut-être viser le maximum et ne pas lâcher? C'est ça la question que je fais à moi. En fait, est-ce qu'on doit viser le max et ne pas descendre du max ou bien suivre un autre chemin? Voilà. D'accord. Alors, pour votre information, il nous reste bien que 10 à 15 minutes pour qu'on puisse terminer notre conférence. Question rapidement. Donc, Il n'y a pas de minimum voilà, et de donc pour ceux qui maximum. prennent la parole, Le essayez peuple de, s'il algérien vous plaît. il veut donc recouvrer sa souveraineté totale. Il n'y a pas moins que ça. La souveraineté totale sur les institutions et sur les ressources. Il veut être maître de son destin. Et il n'y a pas en dessous, il n'y a pas au-dessus. La question, elle est fondamentale, celle-là. Elle ne se divise pas, elle est entière. Elle est entière. Sans ça, il n'y aura pas de démocratie. Sans ça, il ne peut pas y avoir de souveraineté. Donc voilà, c'est la question elle est importante. Après, c'est comment l'obtenir. Ça, effectivement, c'est une discussion, c'est un débat qu'il faut avoir. Nous, on pense que c'est par le biais d'une assemblée constituante souveraine, d'autres pensent que c'est par un autre moyen, mais l'objectif, la fin, c'est effectivement la souveraineté du peuple sur les institutions, toutes les institutions et sur les ressources. D'accord, merci Mourad. Alors, Mohand, est-ce que tu as… Ce que j'allais dire exactement par rapport à la question de… mais il l'a très bien dit, oui, c'est la souveraineté du peuple qui est attendue et qui est exigée. Donc, c'est très facile à comprendre, mais et pourtant, les tenants qui sont contre ne veulent pas. Donc, c'est comme dans ce que disait tout à l'heure Mourad, donc pendant la période coloniale. Donc, le peuple il ne voulait pas devenir français, il voulait avoir une nation algérienne et un pays indépendant. Il y a beaucoup qui ont tout fait pour ne pas l'entendre et pourtant c'était simple. Et pour ces autres-là, c'était inimaginable. Et donc, c'est-à-dire qu'il a fallu la patience et la résistance et des moments aussi
tragiques aussi qui ont secoué les consciences et qui ont permis de rendre inévitable le chemin de la radicalité. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est le chemin de la radicalité, c'est changer de système de façon radicale pour que ce ne soit plus cette minorité qui avait pris le pouvoir en 62 et qui s'est cru être reçu de la manna je ne sais plus, en héritage, ou soit divin, ou on ne sait d'où, pour décider en nom, et qui parle en nom du peuple algérien. Et voilà, donc c'est ça. Le sujet, il est simple, mais c'est énorme. Donc, comme de monde, on peut le comprendre. On regarde tout ce que disait Mourad tout à l'heure, il l'a rappelé à juste titre, les intérêts qui se sont constitués. Ce n'est pas seulement les intérêts des oligarques qu'on a chez nous. Ces oligarques, ils ne sont que des bouts de tentacules qui ont leur tête ailleurs. Donc, ils représentent aussi des intérêts géostratégiques importants d'autres puissances. Et donc, c'est une équation qui n'est pas simple. Comme l'était l'équation au temps colonial, celle d'aujourd'hui aussi n'est pas simple, donc il faudra de la patience. Je pense que le peuple algérien a su démontrer à travers son histoire de la patience, de la résistance, de la non-violence, et ça prendra du temps. Peut-être qu'on ne sera pas, je le dis ça comme ça, donc peut-être qu'on ne sera pas là le jour où ce système soit démantelé, comme le système colonial l'avait été, mais ça arrivera, parce que de toute façon, avec tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, donc on voit bien qu'on va vers l'impasse. De plus en plus, on est dans un... et le risque, le seul risque qu'on court, c'est carrément de rendre une Algérie, c'est-à-dire irrécupérable, quoi. C'est-à-dire que c'est jusqu'à quel point donc les antagonismes, tout ce qui se fait actuellement, ils ne vont pas détruire ce qui est essentiel, c'était l'unité des Algériens, entre les Algériens. Parce que sans cette unité-là, si on n'arrive pas à la préserver, il n'y aura plus rien. Il y aura chacun on va repartir sur des guerres tribales d'une autre forme, et ça sera tout à la satisfaction de ceux qui, déjà, dans le temps, ne voulaient pas, voilà, qui veulent refaire le match. Voilà. Ok, merci Mohand. En tout cas, merci beaucoup donc à Mourad, à Ramvan, à Mohand Araf, à Brahim. Voilà, merci de votre participation à cette conférence. Donc, nous espérons qu'on a apporté en tout cas des informations, enrichi, en tout cas enrichi, oui, les connaissances de ceux qui ont eu l'amabilité et puis de nous suivre, nous faire confiance dans ces conférences que nous faisons, puisqu'on ne peut pas se rendre place de la République à cause du confinement. Donc, on procède par ces conférences. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre conférence. Nous avons lancé, donc, nous diffusons également nos conférences sur notre site, CCAF Pax DZ, et site Facebook, et également sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée à tout le monde.